Vieux, va vivre ta vie, laisse la nôtre tranquille. Mon fils a crié ces mots devant tous les voisins. Je suis resté silencieux, mais mes yeux ont tout dit. 3 jours plus tard, il a reçu une lettre. J'avais déménagé à l'étranger, mais avant, j'ai laissé un mot qui l'a fait perdre pied. Mon fils a hurlé ces paroles devant tout le monde, sur le trottoir, avec les voisins qui regardaient par la fenêtre. Certains ont même arrêté d'arroser leurs plantes pour mieux entendre. Vieux, va vivre ta vie. Laisse la nôtre tranquille. Sa voix a résonné dans toute la rue comme une gifle en plein visage. Je suis resté là, immobile, la main encore accrochée à la poignée de mon sac de toile à motifs floraux, celui que j'avais cousu moi-même il y a 15 ans. Mes yeux n'ont pas pleuré à ce moment-là, mais ils ont tout dit. Ils disaient que quelque chose en moi venait de mourir. 3 jours plus tard, Thomas a reçu une lettre recommandée. Quand il l'a ouverte, son visage a perdu toute couleur. J'avais déménagé à l'étranger, mais avant, j'ai laissé un mot qui l'a fait perdre pied. Et si vous vous demandez jusqu'à présent comment un père en arrive à ce point, comment un homme de 68 ans trouve le courage de disparaître de la vie de son propre fils, alors restez avec moi, car cette histoire va vous faire repenser tout ce que vous croyez savoir sur la famille. Avant de continuer, si vous aimez les récits authentiques comme celui-ci, des histoires qui montrent qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Car ici, je ne raconte pas des histoires de victimes, mais des histoires d'hommes qui ont décidé de réagir. Je m'appelle Richard, et je dois revenir un peu en arrière pour vous faire comprendre comment j'en suis arrivé à ce moment, figé sur le trottoir, entendant mon fils unique me traiter de vieux, comme si j'étais un meuble encombrant qui gêne dans le salon. J'ai toujours été tailleur. Depuis mon enfance, j'ai appris avec mon père à faire des points parfaits, à transformer des coupons de tissu en quelque chose de beau. Quand ma femme, Hélène, est décédée d'une crise cardiaque, je n'avais que 32 ans et Thomas en avait seulement 6. J'ai cru que le monde s'écroulait. Je me souviens des funérailles, de l'odeur des fleurs blanches qui me donnait la nausée, du poids de tenir la main de mon petit garçon pendant que les gens murmuraient « Le pauvre, si jeune, veuf !» Mais je n'ai pas voulu être un pauvre type, j'ai voulu être fort. J'ai pris la machine à coudre qui appartenait à mon père, je l'ai installée dans le salon et j'ai commencé à faire des vêtements sur commande. Robes de soirée, uniformes scolaires, retouches. Je travaillais jusqu'à ce que mes mains me fassent mal, jusqu'à ce que ma vue se trouble à force de fixer les petits points. Thomas a grandi en me voyant travailler. Il faisait ses devoirs sur la même table où je coupais le tissu. On mangeait souvent du riz avec un œuf, mais l'amour n'a jamais manqué, ni les conversations. Je lui disais « Mon fils, nous n'avons pas grand-chose, mais ce que nous avons est à nous, et personne ne peut nous enlever notre dignité. » Avec le temps, mon travail de tailleur s'est développé. J'ai ouvert un petit atelier. J'ai embauché 2 jeunes hommes pour m'aider. Ce n'était pas luxueux, mais ça permettait de vivre confortablement. Et je rêvais d'une chose, voir mon fils diplômé, le voir en toge et mortier recevoir son diplôme parce que je n'avais pas eu cette chance. J'avais arrêté d'étudier pour me marier et Hélène non plus n'avait pas fait d'études supérieures, mais Thomas, lui, en aurait la possibilité. Quand il a été accepté en école de commerce, j'ai pleuré tellement que j'ai mouillé la lettre d'admission, mais l'école était privée. Frais de scolarité de 1 850 € par mois pendant 4 ans. J'ai fait les calculs. Ça reviendrait à environ 180 000 € au total, avec les augmentations. Je n'avais pas cette somme, mais j'avais l'appartement que mon père m'avait laissé à sa mort. Un 2 pièces simple, mais bien situé, dans le 15e arrondissement de Paris. Je l'ai vendu. Et j'ai utilisé l'argent pour payer l'école de mon fils. J'ai continué à vivre en location, mais le cœur plein, parce qu'il allait devenir quelqu'un. Et il l'est devenu. Thomas a été diplômé, a trouvé un emploi dans une entreprise de logistique, a commencé à bien gagner sa vie et a continué à vivre avec moi jusqu'à ses 28 ans. Nous avions une bonne relation. Il m'emmenait au cinéma, s'asseyait avec moi sur le canapé pour regarder les séries, m'appelait mon roi. Je me souviens qu'un jour, il est arrivé avec une boîte de truffes au chocolat et m'a dit « Papa, tout ce que je suis,
je te le dois. J'ai gardé ces paroles comme on garde un trésor. Mais alors est arrivée Sophie. Elle est entrée dans la vie de Thomas comme une bourrasque qui dérange tout. Belle, je l'admets. Cheveux lissés, ongles toujours faits, vêtements de marque. Elle travaillait comme gérante d'une boutique de cosmétiques. Quand Thomas me l'a présentée, j'ai essayé d'être sympathique. J'ai préparé une quiche lorraine, j'ai dressé la table, mis la nappe en dentelle que j'avais faite, mais Sophie a à peine touché à la nourriture. Elle est restée sur son téléphone et a fait des commentaires subtils. « Ah, Thomas m'a dit que vous êtes tailleur, comme c'est charmant. » Le ton n'était pas un compliment, c'était de la moquerie. J'ai avalé ma salive, j'ai essayé d'ignorer, après tout c'était la petite amie de mon fils. Je voulais qu'il soit heureux. Ils se sont mariés 2 ans plus tard, lors d'une fête dont j'ai payé la moitié, 18 000 € de ma part. Sophie voulait tout ce qu'il y avait de mieux, un traiteur chic, une robe importée, et j'ai donné parce que c'était le mariage de mon fils. C'est ce qu'un père fait, non? Un père donne. Mais à partir de ce mariage, tout a changé. Lentement, mais ça a changé. D'abord, ce furent les visites. J'appelais pour leur rendre visite, et Sophie avait toujours une excuse. « Ah, Richard, aujourd'hui ce n'est pas possible. On doit sortir. Aujourd'hui la maison est en désordre. On est fatigué. » Thomas approuvait tout ce qu'elle disait. Il a commencé à m'appeler Richard aussi, au lieu de papa. Un petit détail, mais qui faisait mal comme une aiguille enfoncée. Puis est venue la petite fille Manon, ma petite fille adorée, aux yeux bruns identiques à ceux de Thomas. À sa naissance, j'ai voulu rester à l'hôpital, aider. Mais Sophie a dit que sa mère resterait, qu'il n'y avait pas de place pour moi. J'ai retenu ma douleur et j'ai attendu. Quand j'ai finalement pu voir Manon à 3 semaines, j'ai tenu ce petit bébé dans mes bras et j'ai promis d'être le meilleur grand-père du monde. Mais Sophie ne l'a pas permis. Les visites ont commencé à être planifiées. Je ne pouvais plus passer à l'improviste. Je devais appeler avant, confirmer l'heure, comme s'il s'agissait d'un rendez-vous médical. Et même dans ces conditions, souvent j'arrivais là-bas et Sophie prétendait que Manon dormait, ou qu'elle était irritable ou malade. Je rentrais chez moi le cœur serré, serrant la poupée en tissu que j'avais cousue pour ma petite fille, et que je n'arrivais jamais à lui donner. Mais le pire n'était pas encore arrivé, et c'est précisément ce pire qui m'a conduit à ce jour sur le trottoir, entendant mon fils m'humilier. Mais pour que vous compreniez le coup que j'ai reçu, je dois vous raconter ce qui s'est passé avant, je dois vous parler de l'argent. Vous connaissez ce dicton qui dit « Les apparences sont trompeuses ». Eh bien, quiconque me regardait à cette époque voyait un homme de 68 ans à la retraite qui vivait dans une petite maison louée dans le 13e arrondissement. Vu de l'extérieur, on pensait que j'étais juste un autre papy qui passait sa journée à regarder des émissions de télévision et à arroser ses géraniums. Mais à l'intérieur, je portais une histoire qui pesait plus lourd qu'un sac de ciment. J'ai construit ma vie seul. Et quand je dis seul, je n'exagère pas. Après la mort d'Hélène, il n'y a pas eu d'épaule amicale, pas d'aide de la famille, pas d'État pour payer les factures. Il y avait moi, ma machine à coudre et la certitude que je devais élever mon fils avec dignité. Je me souviens de la première année sans Hélène. Je me réveillais à 5 heures du matin, préparais du café et du pain, réveillais Thomas, l'habillais avec l'uniforme que je cousais moi-même, parce qu'en acheter un tout fait était trop cher. Je l'emmenais à l'école, revenais en courant, m'asseyais à la machine et travaillais jusqu'à l'heure d'aller le chercher. Et quand il dormait, je continuais. Beaucoup de nuits, j'ai cousu jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Les doigts saignaient à force de se piquer avec l'aiguille. Le dos me faisait mal, à force d'être courbé, mais je ne m'arrêtais pas parce que j'avais un but. Je regardais mon fils dormir avec ce visage d'ange et je pensais, il aura une vie meilleure que la mienne. Il va étudier. Il va devenir quelqu'un. Au fur et à mesure que Thomas grandissait, l'atelier s'est aussi développé. J'ai réussi à louer un petit espace, environ 40 mètres carrés, et j'ai embauché Antoine et Jean pour m'aider. 2 hommes travailleurs comme moi. Nous produisions des uniformes pour les écoles, des robes pour les fêtes, des ensembles pour les boutiques du quartier.
Ce n'était pas un empire, mais ça faisait vivre 3 familles. Et pour moi, c'était beaucoup. Thomas me voyait travailler. Il a grandi là, au milieu des tissus, des fils, du bruit des machines. J'ai toujours beaucoup parlé avec lui. Je m'asseyais au bord de son lit le soir et lui racontais des histoires, pas celles de princesses et de châteaux. Je lui racontais des histoires de lutte, de personnes qui n'abandonnaient jamais. Je lui parlais de mon père, qui avait été tailleur toute sa vie et n'avait jamais volé un morceau de tissu. Je parlais de ma mère, qui avait élevé 5 enfants en faisant des ménages. Je voulais qu'il comprenne la valeur des choses, et il semblait comprendre. Thomas était affectueux, il m'embrassait avant de dormir. Quand il était malade, je faisais de la soupe et il disait « Papa, tu es le meilleur cuisinier du monde ». Une petite chose, non? Mais pour moi, c'était tout. Quand il est entré dans l'adolescence, il est resté un bon fils. Il ne causait pas de problème. Il étudiait, avait de bonnes notes, aidait aux tâches ménagères. J'étais si fier de lui que je semblais exploser. Je montrais son bulletin à tout le monde. Regardez, mon fils a eu 18 en mathématiques. J'étais ce genre de père ennuyeux qui pense que son fils est parfait. Et puis est venu le baccalauréat. Thomas voulait faire une école de commerce. Il rêvait de travailler dans une grande entreprise, de porter un costume, d'avoir une carrière solide. Je l'ai soutenu, je l'ai aidé à étudier. J'ai acheté des manuels qui coûtaient les yeux de la tête, et quand les résultats sont sortis, je n'oublierai jamais ce jour. Il est arrivé en courant à la maison avec le papier à la main. « Papa, j'ai réussi, papa !» On a sauté dans les bras l'un de l'autre, pleurant comme 2 enfants. Je me souviens avoir appelé Antoine et Jean, et ils sont venus à la maison, ont apporté du champagne et un gâteau. On a célébré tard dans la nuit. C'était l'un des jours les plus heureux de ma vie. Mais ensuite est venue la réalité. L'école était privée. Les frais de scolarité s'élevaient à 1 850 € par mois. J'ai fait les calculs. 4 ans, environ 90 000 €. Plus le matériel, le transport, la nourriture. Ça donnerait près de 180 000 € au total. Je n'avais pas cette somme. L'atelier permettait de vivre, mais pas d'économiser autant. J'ai réfléchi pendant quelques jours. Je regardais Thomas. Je voyais son bonheur. Je regardais l'appartement que mon père m'avait laissé à sa mort. C'était 2 pièces à Belleville, simples, mais dans une rue tranquille, bien située. Il valait environ 200 000 €. Je n'ai pas hésité 2 fois. Je l'ai mis en vente. Quand je l'ai dit à Thomas, il était désespéré. « Papa, ne fais pas ça. Tu vas te retrouver sans rien. » Mais j'ai pris sa main et j'ai dit « Mon fils, cet appartement est fait de briques, mais toi, tu es fait de rêves, et les rêves valent plus. » Il a pleuré. Moi aussi. Mais la décision était prise. J'ai vendu l'appartement pour 195 000 €. J'ai payé l'école en totalité et d'avance. J'ai obtenu une bonne remise. Il est resté un peu d'argent que j'ai gardé pour les urgences et j'ai continué à vivre en location. La petite maison où je suis encore aujourd'hui, ou plutôt où j'étais jusqu'à récemment. 3 petites pièces, une cour avec de la terre battue, un cerisier qui donne des fruits chaque année. Thomas a été diplômé. La cérémonie a eu lieu dans un grand gymnase, plein de monde. J'y suis allé seul, je me suis assis tout au fond, mais quand ils ont appelé son nom et qu'il est monté sur scène en toge noire avec le sourire, j'ai senti que tout en avait valu la peine. Toutes les nuits sans sommeil, tous les doigts percés, tous les comptes serrés. Ça valait le coup. Il a trouvé un emploi rapidement, a commencé comme assistant dans une entreprise de logistique, mais a vite été promu. Il a commencé à bien gagner sa vie, environ 4 500 €, puis 6 000 €, puis plus. Il a acheté une voiture d'occasion, une Peugeot blanche, et a continué à vivre avec moi. Il payait une partie du loyer, aidait pour les courses. Nous avions une bonne routine. Nous allions au cinéma tous les mois. Il choisissait des films d'action. Je préférais les comédies, mais nous faisions toujours des compromis l'un pour l'autre. Puis nous allions manger une galette complète au marché. Des choses simples, mais qui réchauffaient mon cœur. Il m'appelait mon roi. Il disait qu'un jour, il m'offrirait une maison, qu'il m'emmènerait voir la mer, qu'il prendrait soin de moi quand je serais vieux. Et je l'ai cru.
J'y ai cru de toutes mes forces. Jusqu'à ce qu'il rencontre Sophie. C'était lors d'un barbecue avec des amis du travail. Il est revenu à la maison ce soir-là avec une lueur différente dans les yeux. « Papa, j'ai rencontré une fille incroyable. » J'ai souri. Incroyable comme il rougissait. Incroyable, vraiment, belle, intelligente, pleine de projets. J'étais heureux. Mon fils méritait d'être heureux, méritait d'aimer et d'être aimé. Je voulais juste la rencontrer. Et c'est là que le premier nœud s'est formé dans ma gorge. La première fois que Sophie est venue à la maison, j'ai mis le paquet, j'ai tout nettoyé jusqu'à ce que ça brille. J'ai fait une quiche lorraine, un gratin dauphinois, une crème caramel. J'ai mis la nappe en dentelle que j'avais faite à la main, celle en blanc avec des fleurs bleues. J'ai arrangé des fleurs dans un vase, mis du parfum. Je voulais faire bonne impression. Quand elle est entrée par la porte, j'ai remarqué sa façon de regarder autour d'elle. Un regard rapide, mais évaluateur. Elle était vraiment belle. Cheveux lisses et longs, brushing parfait, maquillage impeccable, vêtements de marque, talons hauts, même pour un déjeuner dominical. Elle m'a serré la main légèrement, comme si elle touchait quelque chose qui pouvait la salir, et a dit « Bonjour, Richard. » Enchanté. Richard. Pas monsieur, Richard, pas monsieur, juste Richard. Nous nous sommes assis pour manger. J'ai servi la nourriture tout excité, racontant que la recette de la quiche venait de ma grand-mère. Sophie a pris un tout petit morceau, l'a touché avec sa fourchette et a dit « Ah, comme c'est charmant, Thomas m'a dit que vous êtes tailleur, n'est-ce pas? Ça doit être fatigant. » Le ton n'était pas de la solidarité, c'était de la pitié ou du mépris, je ne sais pas, mais ça faisait mal. Pendant le déjeuner, elle a à peine mangé, elle est restée sur son téléphone. Thomas essayait d'engager la conversation, mais elle répondait par monosyllabes. Quand ils sont partis, j'ai fait la vaisselle avec un poids sur la poitrine. J'ai essayé de me convaincre que c'était sa nervosité, que la prochaine fois ce serait différent. Mais ce ne fut pas le cas. À chaque rencontre, je sentais que Sophie me voyait comme un obstacle, comme quelqu'un de dépassé, d'arriéré, qui n'avait rien à apporter. Et le pire, c'est que Thomas a commencé à changer aussi, progressivement, mais il a changé. Il a cessé de m'appeler papa et a commencé à m'appeler Richard. Il a aussi arrêté de me raconter les choses du travail. Il a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. J'essayais de ne pas y faire attention. C'est une phase, pensais-je. Il est amoureux, ça reviendra à la normale. Mais ça n'est jamais revenu. Et puis est venu le mariage. Et là a commencé le véritable enfer. Le mariage était beau, je ne vais pas mentir. C'était dans une salle de réception avec des lustres en cristal, des tables décorées de fleurs blanches et dorées, tout très chic. Je me suis senti déplacé tout le temps. J'ai mis mon costume bleu marine, le seul habillé que j'avais, et des chaussures à talons bas qui me serraient. Mais j'étais heureux. Mon fils allait se marier, fonder une famille, et moi, en tant que père, je voulais juste le voir sourire. Sophie est entrée dans l'église, avec une robe importée, quelque chose qui a coûté 12 000 €. Oui, elle a pris soin de le mentionner. Le gâteau avait 5 étages. Le buffet servait du saumon, des crevettes, des choses que je n'avais jamais goûtées de ma vie. Et j'ai payé la moitié de tout cela, 18 000 € de ma part, de l'argent que j'avais amassé en vendant des trousseaux, en réparant des vêtements, en économisant au marché, mais je l'ai donné. Parce qu'un père fait ça, non? Un père sacrifie. Le jour du mariage, Sophie m'a à peine regardé, a salué ses parents avec de longs câlins, a pris 1000 photos avec ses amis, mais avec moi, c'était juste un bonjour sec et un sourire en coin. Thomas a essayé de m'inclure, m'a appelé pour prendre une photo avec eux deux. Mais quand je me suis approché, Sophie a soupiré bruyamment et a dit « Thomas, on en prendra une plus tard, d'accord? Maintenant, c'est juste nous. » Et lui, il a accepté. Je suis resté là, tenant mon petit sac à main, sentant mon cœur se briser en deux. Mais j'ai tout avalé, j'ai souri, j'ai applaudi, parce que c'était leur jour, pas le mien. Après le mariage, ils sont allés vivre dans un appartement loué à Boulogne-Billancourt. 2 chambres,
Un balcon, un barbecue, une résidence avec piscine, un bel endroit. Thomas m'a appelé le premier jour et a dit « Papa, viens voir notre maison ». J'étais tout excité. J'ai apporté un cake aux olives que j'avais fait, enveloppé dans du papier aluminium, encore tiède. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai sonné à la porte. Sophie a ouvert en peignoir, l'air endormi. « Ah, Richard, Thomas ne t'a pas prévenu qu'on allait sortir ?» J'ai gelé sur place, mais il m'a appelé hier pour me demander de venir. Elle a soufflé. « Oui, mais les plans ont changé. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. » Thomas est apparu derrière elle, un peu gêné. « Désolé papa, c'est que j'ai oublié qu'on avait prévu de déjeuner avec les parents de Sophie. » J'ai tenu le cake, qui refroidissait déjà dans ma main, et j'ai dit « Ah, très bien. Laisse-moi vous laisser ça, alors. » Sophie a pris le cake négligemment, n'a même pas vraiment remercié, et a fermé la porte. Je suis rentré chez moi avec un nœud dans la gorge qui ne passait pas. Et les choses n'ont fait qu'empirer. Les visites ont commencé à être programmées. Je ne pouvais plus appeler et dire « Fils, je vais faire un saut chez toi ». Non, je devais appeler avant, demander si je pouvais, confirmer l'heure, comme si j'étais un rendez-vous médical. Et même ainsi, souvent j'appelais et Sophie inventait une excuse. « Oh, Richard, aujourd'hui la maison est en désordre. Aujourd'hui ce n'est pas possible, on va sortir. Thomas est fatigué. Mieux vaut remettre ça à un autre jour. » Un autre jour qui n'arrivait jamais. J'ai commencé à me sentir jetable. Comme un vieux vêtement qu'on garde au fond de l'armoire et qu'on n'utilise plus jamais, mais qu'on n'a pas non plus le courage de jeter. Puis est venu Manon. Quand Sophie est tombée enceinte, j'étais aux anges. J'allais être grand-père, j'allais avoir une petite fille, à qui faire des vêtements, raconter des histoires, donner de l'affection. J'ai commencé à coudre de petites choses, des grenouillères en coton, des couvertures au crochet, de petits bonnets. J'ai tout gardé dans une boîte décorée de papier cadeau rose, attendant le jour où je pourrais l'offrir. Mais quand Manon est née, je n'ai pas pu être là. Sophie a été claire. Sa mère allait rester à l'hôpital pour l'aider. Il n'y avait pas de place pour moi. Trop de monde dérange, Richard. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai dit que je comprenais, mais à l'intérieur, j'étais en train de me briser. Quand j'ai finalement pu voir ma petite fille, elle avait déjà 3 semaines. 3 semaines. Je suis arrivé chez eux avec la boîte de cadeaux, le cœur battant la chamade. Sophie m'a reçu, a pris la boîte sans même l'ouvrir et a dit « Elle dort. Il vaut mieux que tu ne la prennes pas, sinon elle va se réveiller. » Je suis resté assis sur le canapé du salon, regardant la porte de la chambre, imaginant ma petite fille dormant de l'autre côté. Je suis resté 1 heure. Manon ne s'est pas réveillée, ou elle s'est réveillée et Sophie ne m'a pas appelé, je ne sais pas. Mais je suis rentré chez moi sans même l'avoir touchée. Les visites ont continué ainsi, contrôlées, chronométrées, comme si j'étais une menace. J'appelais pour demander si je pouvais voir Manon, et Sophie avait toujours une excuse prête. « Ah, elle a de la fièvre, elle est irritable aujourd'hui, elle est chez ma mère. » Quand je réussissais enfin à y aller, je restais 1 demi-heure au maximum. Et Sophie restait là, debout, les bras croisés, me surveillant, comme si j'allais faire quelque chose de mal. Un jour, j'ai apporté une poupée en tissu que j'avais cousue. J'ai passé 2 jours à faire des cheveux en laine blonde, une petite robe bleue avec des fleurs brodées, des chaussures rouges. Je l'ai donnée à Manon qui avait environ 2 ans à l'époque. Elle l'a adorée, a serré la poupée et s'est mise à courir dans la maison. J'étais si heureux, jusqu'à ce qu'à la visite suivante, je ne vois plus la poupée nulle part. J'ai demandé « Où est la poupée que j'ai donnée à Manon ?» Sophie a haussé les épaules. « Oh, elle s'en est lassée, nous l'avons donnée à une association. » Donnée à une association comme si c'était des ordures. J'ai mordu ma langue. Je n'ai rien dit, mais cette nuit-là j'ai tellement pleuré que j'ai trempé tout l'oreiller. Thomas ne faisait rien. Il était d'accord avec tout ce que Sophie disait. Quand j'essayais de lui parler, il me coupait. « Papa, Sophie a raison. Tu dois comprendre que nous avons notre vie maintenant. » Papa, au moins à ce moment-là,
Il m'appelait encore papa. Mais le ton était froid, distant, comme si j'étais un fardeau qu'il devait porter. J'ai commencé à me sentir invisible. Et puis est venu l'anniversaire de Manon. Elle allait avoir 4 ans. J'attendais l'invitation. J'ai attendu, et rien. Une semaine avant, j'ai appelé « Fils, à quelle heure est la fête de Manon? Je veux apporter un beau cadeau. » Silence de l'autre côté de la ligne. Puis il a répondu « Papa, c'est que la fête sera petite, juste les enfants de son école, rien de spécial. » Juste les enfants de l'école. Je n'étais pas invité à l'anniversaire de ma propre petite fille. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assis sur la chaise de la cuisine, regardant dans le vide. Il y avait un phare breton dans le four. L'odeur sucrée envahissait la maison, mais je ne sentais l'odeur de rien. Je ne sentais rien. Juste un vide énorme qui grandissait en moi comme un trou sans fond. 3 jours plus tard, j'ai vu les photos sur Facebook. La fête avait eu lieu dans un parc d'attractions avec un château gonflable, une piscine à balles, une décoration sur le thème de la Reine des Neiges. Il y avait une 50aine de personnes. Les parents de Sophie étaient là, souriants. Les amis de Thomas prenant des selfies, et moi, je n'avais pas été invité. Ce jour-là, quelque chose en moi a commencé à se fissurer. Ce n'était pas encore brisé, mais fissuré, parce que j'ai compris que ce n'était pas un oubli, ce n'était pas de la négligence, c'était délibéré. Sophie m'effaçait de la vie de mon fils, et lui, il la laissait faire. J'ai essayé de parler avec Thomas. J'ai convenu de le rencontrer dans un centre commercial parce que je ne pouvais plus aller chez lui sans rendez-vous préalable. Je me suis assis avec lui dans une aire de restauration, buvant un café insipide, et j'ai dit « Fils, j'ai l'impression que vous ne voulez plus que je fasse partie de votre vie. » Il a détourné le regard. « Papa, ce n'est pas comme ça. C'est que Sophie trouve que tu t'immisces trop, que tu donnes trop ton avis, tu comprends ?» M'immiscer. Je voyais à peine ma petite fille, je mettais à peine les pieds dans leur maison, mais je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé la table, j'ai simplement demandé d'une voix tremblante « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Thomas est resté silencieux, et ce silence disait tout. Il avait choisi son camp. Je suis rentré chez moi ce jour-là avec une certitude douloureuse. Mon fils s'était perdu, et je ne savais pas si je pourrais le retrouver. Mais le pire était encore à venir, car 3 mois après cette conversation, Thomas est apparu chez moi. Mais il n'est pas venu seul, il est venu avec Sophie et il est venu demander de l'argent. Ils sont arrivés un samedi après-midi. J'étais dans le jardin en train d'arroser les plantes quand j'ai entendu la sonnette. J'ai ouvert la porte et j'ai eu un choc. Thomas et Sophie, tous deux bien habillés, souriants. Ils tenaient un sac de la pâtisserie. « On a apporté des pains au chocolat, papa, ceux que tu aimes. » Cela faisait des mois qu'ils n'étaient pas venus ici, et maintenant ils apparaissaient comme ça, avec des pains au chocolat et des sourires. Quelque chose n'allait pas, mais je les ai laissés entrer. J'ai fait du café, j'ai mis les pains au chocolat sur une assiette, je me suis assis avec eux à la petite table de la cuisine. Sophie était étrangement sympathique. « Oh, Richard, quelle maison chaleureuse! Tu sens l'odeur du café? Ces choses simples qu'on oublie de valoriser, n'est-ce pas ?» Elle n'avait jamais rien complimenté dans ma maison. Jamais. Et maintenant, elle venait avec ce discours. Thomas a mangé 2 pains au chocolat, bu du café et tourné autour du pot. Conversation futile sur le temps, sur le travail, sur Manon, jusqu'à ce que Sophie lui donne un coup de coude. Subtil, mais je l'ai vu. Il s'est éclairci la gorge. « Papa, en fait, on est venus ici parce qu'on doit te parler de quelque chose. » Mon cœur s'est serré. « Dis-moi, fils. » Il a échangé un regard avec Sophie. Elle lui a donné un petit sourire d'encouragement. Et là, il a lâché. C'est qu'une opportunité incroyable s'est présentée, un investissement. Un ami de mon entreprise a ouvert une franchise de glace artisanale et cherche des associés. C'est une affaire garantie, papa. Il a déjà 3 boutiques et il s'étend. Ça rapporte à coup sûr. Je suis resté silencieux attendant qu'il continue.
Le problème, c'est que l'entrée dans la société est de 95 000 euros. On économise, mais il nous manque encore. Et on s'est dit, est-ce que tu ne pourrais pas nous prêter 95 000 euros? J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Cet argent était pratiquement tout ce que j'avais, ma réserve d'urgence, l'argent que j'avais amassé en vendant des tissus qui restaient de l'atelier, en faisant des petits travaux de couture ici et là, en économisant centime par centime, c'était ce qui me donnait une sécurité. Le matelas pour tout imprévu. Fils, c'est beaucoup d'argent. Je sais, papa, mais c'est un prêt. On te rembourse en 6 mois avec intérêt. Tu recevras 105 000 euros en retour, 5 000 euros de bénéfices. On fait un contrat tout en bonne et due forme. Sophie s'est penchée en avant avec ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Richard, on ne te demanderait jamais ça si ce n'était pas une vraie opportunité. On fait confiance à Thomas et toi. Tu ne fais pas confiance à ton propre fils? Et voilà le piège, parce que si je disais non, je serais le mauvais père, le père qui ne croit pas en son fils, le père égoïste qui préfère l'argent qui dort à la banque plutôt que d'aider sa famille. J'ai regardé Thomas, mon fils, le garçon que j'ai élevé seul, que j'ai habillé, que j'ai nourri, à qui j'ai payé les études en vendant l'appartement qui était mon seul patrimoine. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai vu un homme que je ne reconnaissais plus. Mais j'ai aussi vu le garçon de 6 ans qui a pleuré dans mes bras le jour des funérailles de sa mère. « Laisse-moi réfléchir, fils. » Sophie a froncé les sourcils. « Réfléchir, Richard? L'opportunité, c'est maintenant. Si on laisse passer, on perd. Un autre associé prend la place. » Thomas a tenu sa main dans un geste qui semblait dire « Calme-toi ». Mais ensuite, il m'a regardé et a dit avec cette voix d'enfant à laquelle je ne pouvais pas résister, « Papa, je ne te demanderai pas si ce n'était pas important. Tu as toujours dit que tu voulais me voir grandir, réussir. C'est l'occasion. » J'ai respiré profondément et j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. « D'accord, je te prête. » Le sourire de Sophie a été immédiat, large, triomphant. Celui de Thomas était plus contenu, mais on y voyait du soulagement. Il s'est levé, est venu vers moi, m'a embrassé. « Merci, papa. Tu ne le regretteras pas, je te promets. » 3 jours plus tard, j'ai viré les 95 000 euros sur son compte. Nous avons fait un contrat simple que Sophie elle-même a tapé et imprimé. Près de 95 000 euros à rembourser en 6 mois avec un intérêt de 10%. Soit un total de 105 000 euros. Ils ont tous les deux signé. J'ai signé. J'ai gardé le papier dans un tiroir avec un serrement de cœur que j'ai essayé d'ignorer. Durant les 2 premiers mois, ils ont été sympathiques. Thomas appelait 1 fois par semaine. « Alors papa, tout va bien ?» Sophie m'a même envoyé une photo de Manon par WhatsApp. Je me suis retenu pour ne pas paraître trop avide, mais j'ai répondu plein d'émojis en forme de cœur. Mais au 3e mois, les appels se sont raréfiés. Quand j'appelais, Thomas répondait rapidement, pressé. « Papa, je suis au travail, je te rappelle plus tard. » Et il ne rappelait pas. Au 4e mois, j'ai commencé à m'inquiéter. Pas encore pour l'argent, mais pour la distance. C'était comme si, après avoir obtenu ce qu'il voulait, j'étais redevenu invisible. Et puis est venu le 6e mois, l'échéance du prêt. J'ai attendu. Je n'ai pas réclamé dès le 1er jour. J'ai attendu 1 semaine, 2. Quand 15 jours sont passés, j'ai appelé. Thomas a répondu, mais il était sec. « Salut, papa. »« Gis, ça fait plus de 6 mois depuis le prêt. » Silence. « Papa, l'affaire marche bien, mais on n'a pas encore pu en tirer de bénéfices. Il nous faut plus de temps. » « Combien de temps ?»« Je ne sais pas, peut-être 3 mois. » J'ai avalé ma salive. 3 mois sont devenus 6. 6 sont devenus 8. Et chaque fois que je demandais, Thomas avait une excuse. La franchise est en phase d'ajustement. On a investi dans des rénovations. C'est pour bientôt, papa. Et Sophie, quand je lui demandais, c'était encore pire. « Richard, tu es trop anxieux. Une entreprise ne rapporte pas du jour au lendemain. Détends-toi, détends-toi. » J'avais prêté pratiquement tout ce que j'avais, et il me disait de me détendre. Mais le pire
Le pire n'était pas encore arrivé, car 8 mois après le prêt, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait tomber à genoux sur le sol de la cuisine. J'étais au marché en train d'acheter des légumes quand Madame Leroy, ma voisine, est venue me parler. « Richard, j'ai vu ton fils l'autre jour. Quelle belle voiture il s'est achetée, une Peugeot 3008 toute neuve. » J'ai gelé sur place. Une voiture noire, neuve. Elle était garée devant son immeuble. Je l'ai vue quand je suis passé par là pour visiter ma sœur. Je suis rentré chez moi, les jambes flageolantes. Je me suis connecté à Facebook. Je l'utilisais rarement, mais j'avais créé un compte juste pour voir les photos de Manon. Et là, il y avait une photo de Thomas à côté d'une Peugeot 3008 noire, souriant, avec la légende « Nouvelle acquisition, Dieu est fidèle ». 78 000 €. J'ai cherché. Une Peugeot 3008 neuve coûtait environ cette somme. Ils avaient acheté une voiture avec mon argent. J'ai senti ma poitrine se serrer tellement que j'ai cru avoir une crise cardiaque. Je me suis assis par terre. J'ai appuyé ma tête contre le mur et j'ai laissé couler les larmes. Parce que ce n'était pas seulement à propos de l'argent, c'était à propos de la trahison, du mensonge, de me regarder dans les yeux et de me tromper, sachant que j'avais vendu mon appartement pour payer ses études. Le lendemain, j'ai appelé. J'étais décidé à le confronter. Thomas a répondu avec nonchalance. « Oui, papa, j'ai vu la photo de la voiture. » Silence. « Et alors? Et alors ?» Ma voix était tremblante. « Thomas, tu me dois 95 000 €. Comment peux-tu acheter une voiture qui coûte presque 80 000 €? Papa, la voiture a été achetée à crédit et c'est mon problème ce que je fais avec mon argent? Mon argent n'était pas son argent, c'était le mien, et il le savait. Mais fils, tu as promis de rembourser dans 6 mois. Je vais rembourser. Arrête de me mettre la pression. Tu ressembles à un usurier. Usurier. Il m'a traité d'usurier. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assis dans la cuisine, écoutant le tic-tac de l'horloge murale. Tic-tac, tic-tac, comme si le temps s'était arrêté. Et c'est là que la fissure en moi s'est agrandie et a commencé à faire mal. Vraiment mal. Parce que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement du manque de respect, c'était de la cruauté. Mais ce que je ne savais pas, ce que je n'imaginais pas, c'est que le pire était encore à venir. Après cet appel, j'ai passé 3 jours sans pouvoir manger correctement. L'estomac noué, la tête lourde, le cœur brisé en tant de morceaux que je ne savais plus comment les rassembler. Je regardais le plafond la nuit et je repassais tout dans ma tête. Chaque sacrifice, chaque nuit mal dormie à coudre, chaque facture que j'avais laissée de côté pour m'assurer que mon fils ait des vêtements propres, de la nourriture sur la table, des fournitures scolaires. Et maintenant il m'appelait usurier. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste un moment de colère, qu'il allait appeler, s'excuser, expliquer. Mais les jours ont passé, 1 semaine, 2, 3, et rien. Jusqu'à ce qu'un samedi matin, je décide d'aller chez lui. Je n'ai pas prévenu, je n'ai pas appelé avant. J'y suis simplement allé. J'ai pris le métro, je suis descendu à Boulogne-Billancourt, j'ai marché jusqu'à l'immeuble. Mon cœur battait de façon irrégulière. Je ne savais pas ce que j'allais dire, mais j'avais besoin de regarder mon fils dans les yeux et de comprendre quand je l'avais perdu. Je suis arrivé au portail de la résidence. Le gardien m'a reconnu. J'y étais allé quelques fois. « Bonjour, monsieur Richard. Vous venez voir Thomas ?» J'ai forcé un sourire. « Oui. » Il a pris l'interphone, a appelé l'appartement, a attendu. Personne n'a répondu. C'est étrange. Sa voiture est dans le garage. Il a essayé à nouveau. Rien. J'ai demandé « Laissez-moi monter, s'il vous plaît. Je suis son père. » Le gardien a hésité, mais a fini par me laisser entrer. Je suis monté dans l'ascenseur, les jambes tremblantes. Je suis arrivé à la porte de l'appartement 504. J'ai respiré profondément. J'ai sonné. J'ai entendu des voix à l'intérieur, des rires, la télévision allumée. J'ai sonné à nouveau. Sophie a ouvert la porte. Elle était en jogging, les cheveux attachés en chignon désordonné, sans maquillage. Quand elle m'a vu, son visage s'est fermé instantanément. « Richard, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je suis venu parler à Thomas. Il est occupé. Sophie,
je veux juste parler, 5 minutes. » Elle a soupiré, levant les yeux au ciel. « Thomas !» Elle a crié vers le couloir. « Ton père est ici ?» Mon père, pas Richard, mon père. Mais la façon dont elle l'a dit, c'était comme si c'était un fardeau. Thomas est apparu en short et t-shirt, l'air endormi. Quand il m'a vu, il a froncé les sourcils. « Papa, tu n'as pas prévenu que tu venais. »« Je sais, fils, mais il faut qu'on parle. » Il a échangé un regard avec Sophie. Elle a croisé les bras, s'est appuyée contre le chambranle de la porte et est restée là à me dévisager. Elle ne m'a pas invité à entrer. Nous sommes restés tous les trois à la porte, comme si j'étais un vendeur d'encyclopédies. « Fils, je voulais comprendre au sujet de l'argent. Ça fait plus de 8 mois. Tu as dit que tu me rembourserais en 6 mois. » Thomas a soufflé. « Papa, je t'ai déjà dit, l'affaire est en cours, on ne peut pas retirer de l'argent maintenant. Mais tu as acheté une voiture. Je t'ai déjà expliqué, la voiture a été achetée à crédit. Mais Thomas, je t'ai prêté tout ce que j'avais. J'ai besoin de cet argent, j'ai des factures. » Sophie m'a coupé. « Richard, nous aussi on a des factures. On a une fille, tu crois que c'est facile d'élever un enfant? Tout est cher, l'école, les vêtements, le médecin. Tu dois arrêter de ne penser qu'à toi. » « Et qu'à moi. » J'ai senti une vague de chaleur monter dans mon corps. « Sophie, je ne pense pas qu'à moi. Je veux juste ce qui m'appartient. » « Ce qui t'appartient ?» Elle a eu un rire sec. « Tu l'as prêté à ton fils. Ce n'était pas un investissement. Ce n'était pas un don, c'était un prêt. On te remboursera quand on pourra, mais réclamer tout le temps, c'est gênant. » Gênant. J'ai regardé Thomas, espérant qu'il dise quelque chose, qu'il me défende, qu'il se souvienne de tout ce que j'avais fait. Mais il a juste regardé le sol, et c'est dans ce silence que quelque chose en moi s'est définitivement brisé. D'accord. Ma voix était basse, tremblante. Désolé de déranger. J'ai tourné les talons et je suis parti. J'ai entendu la porte se fermer derrière moi avant même que j'atteigne l'ascenseur. Je suis descendu lentement, j'ai quitté l'immeuble, j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, et quand je me suis assis sur le banc, seul, avec le soleil qui me brûlait la tête, j'ai finalement compris. Je n'étais plus un père, j'étais un créancier, un chiffre sur une feuille de papier. 3 jours plus tard, le pire est arrivé. C'était un jeudi. J'étais devant la maison en train de balayer le trottoir quand j'ai vu Manon jouant dans la rue avec d'autres enfants. Mon cœur a bondi. Cela faisait des mois que je n'avais pas vu ma petite fille de près. Elle avait grandi, ses cheveux étaient déjà plus longs, elle portait une petite robe rose avec des dessins de licorne. J'ai laissé tomber le balai et je suis allé vers elle. « Manon, mon amour. » Elle m'a regardé un peu gênée, mais elle a souri. « Bonjour, papy. » Je me suis agenouillé devant elle. J'ai pris ses petites mains. « Comment vas-tu? Ton papy t'a manqué. » Manon m'a serré dans ses bras et dans cette étreinte serrée, j'ai senti qu'il y avait encore de l'amour, encore un lien. C'est à ce moment que j'ai entendu sa voix. « Manon, viens ici. » Thomas et Sophie marchèrent sur le trottoir. Lui avec un visage fermé, elle avec ce regard d'irritation. Manon a couru vers eux. Thomas a pris sa main et m'a regardé. « Papa, on a déjà parlé de ça. Tu ne peux pas apparaître comme ça pour parler à Manon. » Apparaître comme ça, Thomas? Elle jouait ici dans la rue. Je l'ai juste saluée. Sophie est intervenue. « Richard, tu ne respectes pas les limites? On te l'a déjà dit. Si tu veux voir Manon, tu dois prévenir avant. » Les voisins ont commencé à sortir de chez eux, curieux de la dispute. Madame Leroy était à la fenêtre. Monsieur Moreau a arrêté de laver sa voiture pour regarder, et j'ai senti la honte monter, chaude, brûlante sur mon visage. « Fils, je voulais juste voir ma petite fille. »« Ta petite fille ?» La voix de Sophie était tranchante. « Richard, tu crois que parce que tu es grand-père, tu peux faire ce que tu veux? Manon est notre fille, notre responsabilité, et c'est nous qui décidons quand tu peux la voir ou non. » J'ai cligné des yeux, essayant de retenir mes larmes. Thomas dit quelque chose. Il m'a regardé et dans ce regard, j'ai vu l'homme qu'il était devenu. Un homme que je ne connaissais pas,
un homme qui avait choisi le mauvais camp. Et puis, il a ouvert la bouche. « Vieux, va vivre ta vie. Laisse la nôtre tranquille. » Le monde s'est arrêté. Les enfants ont cessé de jouer. Les voisins sont restés muets. Même le vent semblait s'être arrêté. Vieux. Mon fils m'a appelé vieux, devant tout le monde. Je suis resté là, immobile, la main encore accrochée à l'anse de mon sac de toile à motifs floraux. Celui que j'avais cousu moi-même, celui qui était usé au bord, décoloré par le temps. Mes yeux n'ont pas pleuré à ce moment-là, mais ils ont tout dit. Ils disaient que quelque chose en moi venait de mourir. Thomas a pris Manon dans ses bras et est parti. Sophie m'a lancé un dernier regard, un regard victorieux, et l'a suivi. Je suis resté là seul, avec le bruit des feuilles emportées par le vent, avec le silence gêné des voisins, avec la honte qui me brûlait la peau. Je suis rentré chez moi, j'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre elle, et finalement, j'ai laissé couler les larmes. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis le jour où j'ai enterré Hélène. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais donné, pour tout ce à quoi j'avais renoncé, pour tout ce que j'avais sacrifié et pour le fils que j'avais perdu. Mais cette nuit-là, après que les larmes se soient taries, après que la douleur se soit transformée en autre chose, quelque chose de froid, quelque chose de déterminé, je me suis levé du lit, j'ai allumé la lumière de la cuisine et je suis allé vers l'armoire. En haut, derrière des boîtes de médicaments, il y avait une vieille boîte à chaussures. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient toutes les preuves, les reçus de l'école de Thomas, les 4 années complètes, 180 000 € en mensualité que j'avais payées à la sueur de mon front, en coupant du tissu, en cousant jusqu'à l'aube. L'acte de vente de l'appartement, la seule chose que mon père m'avait laissée et que j'avais échangée contre l'avenir de mon fils. Des photos de moi, plus jeune, fatigué, épuisé, mais toujours souriant, toujours essayant. Et le contrat, ce maudit contrat de prêt, 95 000 € signé par lui, par elle, par moi. J'ai regardé ces papiers et à ce moment-là, j'ai pris une décision froide, calculée, irréversible. S'il voulait que je vive ma vie, c'est exactement ce que j'allais faire, mais pas de la façon dont il l'imaginait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis à la table de la cuisine avec la boîte à chaussures ouverte devant moi, regardant chaque papier, chaque photo, chaque preuve d'une vie entière de sacrifice. Et tandis que le ciel s'éclaircissait dehors, une clarté différente naissait en moi. Ce n'était pas de la colère. De la colère, j'en avais déjà ressenti. C'était autre chose. C'était de la détermination. J'avais passé toute ma vie à donner, à m'effacer, à accepter des miettes d'affection. Et le résultat ? Être appelé vieux devant les voisins, être traité comme un fardeau, être trompé et volé par mon propre fils. Mais c'était fini. Ce matin-là, quand le soleil s'est levé, un nouveau Richard est né aussi. Un qui ne pleurerait plus, un qui n'implorerait plus, un qui allait enfin prendre les rênes de sa propre vie. La première chose que j'ai faite a été d'arrêter d'appeler Thomas. Cela semble simple, mais pour moi, ce fut l'une des choses les plus difficiles, car tout père a cette impulsion, vous savez, d'appeler, de demander comment ça va, d'essayer de réparer. Mais j'ai coupé. J'ai bloqué cette impulsion, j'ai rangé le téléphone dans un tiroir et j'ai fait semblant qu'il n'existait pas. 3 jours ont passé, 1 semaine. Thomas a appelé 1 fois. J'ai répondu, mais j'ai été sec. « Allô ?» Il a semblé surpris par le ton. « Papa, tout va bien ?» J'ai répondu, « Oui. »« Tu as besoin de quelque chose ?» Il a bégayé. « Non, j'appelais juste pour savoir comment tu allais. » « Je vais bien. Autre chose ?» Silence. « Non, c'est tout. Alors, au revoir. » J'ai raccroché et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Du contrôle. Dans les jours qui ont suivi, j'ai organisé mes documents, j'ai pris tous les papiers, je les ai mis dans une chemise transparente et j'ai cherché une avocate. Pas n'importe quelle avocate.
Je voulais quelqu'un qui comprenne le droit de la famille, le recouvrement de créances, la justice. J'ai trouvé Maître Valérie, petit cabinet mais bonne réputation. J'ai pris rendez-vous et j'y suis allé. Elle m'a reçu dans un petit bureau simple avec une table pleine de dossiers et une odeur de vieux café. Mais son regard était vif, attentif. J'ai tout de suite aimé, je lui ai tout raconté. Du début à la fin, l'appartement vendu, l'école payée, le prêt, les mensonges, la voiture, l'humiliation publique. Elle a pris des notes sans m'interrompre, et quand j'ai terminé, elle m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit « Monsieur Richard, vous avez un cas solide, très solide. » Mon cœur s'est accéléré. Ce contrat est valable, et comme le délai est dépassé, vous pouvez engager une action en recouvrement. Avec les intérêts et la réévaluation monétaire, le montant s'élève à 127 000 euros. 127 000 euros. Et il y a plus, a-t-elle poursuivi. S'il refuse de payer, nous pouvons demander la saisie des biens, y compris la voiture. J'ai respiré profondément. Ce n'était pas une question de vengeance, mais de justice. Il s'agissait de montrer à mon fils que les actions ont des conséquences, qu'un père n'est pas une banque, que le respect ne se négocie pas. « Allons-y », ai-je dit. Maître Valérie a souri. « Parfait, je vais tout préparer. » Je suis sorti de ce bureau avec le dos plus droit, la tête haute. Pour la première fois depuis des mois, je sentais que je n'étais plus une victime. Je réagissais. Mais il ne s'agissait pas seulement du procès. Il y avait autre chose. Je suis rentré chez moi et j'ai appelé au Portugal ma cousine Delphine. Delphine avait déménagé à Lisbonne il y a une dizaine d'années, quand elle a épousé un Portugais. Nous avions toujours gardé contact, mais à distance. Un appel d'anniversaire, un message à Noël, ce genre de choses. Mais ce jour-là, j'ai appelé pour une autre raison. Richard, quelle surprise! Sa voix était joyeuse, avec cet accent mélangé. Mi-français, mi-portugais. « Delphine, j'ai besoin d'un service. » J'ai tout expliqué, la situation avec Thomas, le manque de respect, l'humiliation et ce que je prévoyais. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Cousin, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Si tu veux venir ici, ma maison est la tienne. Tu es sûr, je ne veux pas te déranger. » Me déranger, Richard? Tu m'as aidé quand j'en avais le plus besoin. Tu te souviens quand ma mère est tombée malade? Et tu as cousu tout ce trousseau de bébés pour que je le vende et que je réunisse de l'argent pour les médicaments. Je n'ai jamais oublié. Viens, s'il te plaît, viens recommencer ici. J'ai fermé les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti de l'espoir. Je viendrai, mais n'en parle à personne pour l'instant, d'accord? C'est un secret. Secret bien gardé. J'ai raccroché et je suis resté assis sur le canapé du salon, regardant les murs de ma petite maison. Ces murs m'avaient vu pleurer, m'avaient vu suer, m'avaient vu vieillir. Mais maintenant, ils allaient me voir partir. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à me préparer en silence, sans faire de bruit. J'ai vendu quelques meubles, pas tous, pour ne pas éveiller les soupçons. Mais la vieille machine à coudre, l'étagère qui était cassée, des chaises que je n'utilisais pas. J'ai fait des annonces sur des groupes Facebook, dans les petites annonces. L'argent est entré petit à petit. J'ai donné des vêtements à une association caritative du quartier. J'ai mis de côté ceux que j'utilisais vraiment, et je les ai rangés dans une petite valise, le reste dehors. Je me détachais, et chaque chose que je donnais, chaque meuble que je vendais, c'était comme si j'enlevais un poids de mes épaules. Parallèlement, Maître Valérie avançait avec le procès. Elle m'appelait pour me tenir au courant. « Monsieur Richard, j'ai déposé l'action aujourd'hui. Votre fils sera notifié dans quelques jours. » J'ai remercié, le cœur battant fort. Et puis, 3 semaines après cette humiliation sur le trottoir, j'ai consulté un comptable. Monsieur Renaud, un homme d'une 60aine d'années, avec des lunettes épaisses et un air patient. Il m'a aidé à tout organiser. Impôt sur le revenu. Retraite, transfert de documents, tout bien en ordre, tout légal. « Vous allez habiter à l'étranger, combien de temps ?» a-t-il demandé. « Je ne sais pas, peut-être pour toujours. »
Il m'a regardé avec curiosité, mais n'a pas posé plus de questions. Il a juste fait son travail. J'ai acheté le billet d'avion, direct. Paris-Lisbonne. Date, dans une semaine. Une semaine. Mon cœur s'est serré quand j'ai confirmé l'achat, parce que c'était réel, ça se passait. Je partais, je quittais le pays, je laissais tout, y compris mon fils. Mais il n'était plus mon fils. Pas comme je le connaissais. Il était devenu quelqu'un d'autre. Et moi, je devais devenir quelqu'un d'autre aussi. Pendant ces jours, Thomas a appelé 2 fois. Les 2 fois, j'ai été poli mais distant. Je n'ai pas parlé du procès, je n'ai pas parlé du voyage, je n'ai donné aucun indice. J'ai juste dit que tout allait bien, que je m'occupais de ma vie. Et lui, naïf ou trop arrogant pour s'en apercevoir, a pensé que tout était normal. 3 jours avant le voyage, j'ai reçu l'appel de Maître Valérie. « Monsieur Richard, il a été notifié. La notification est arrivée aujourd'hui. » Mon estomac s'est retourné. Et maintenant, il a un délai pour répondre. Il va probablement essayer de vous contacter, mais ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout à partir d'ici. Vous pouvez partir tranquille. Tranquille. Je ne sais pas si j'étais tranquille, mais j'étais décidé. La veille du voyage, j'ai fait une dernière chose. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai pris du papier et un stylo et j'ai écrit une lettre. Ce n'était pas facile. J'ai dû la réécrire 3 fois car les mots devaient être justes, ils devaient faire mal, mais ils devaient aussi libérer. Et quand j'ai terminé, j'ai plié le papier, je l'ai mis dans une enveloppe blanche et j'ai écrit « Pour Thomas » dessus. Je l'ai laissé sur la table. Le lendemain matin, j'ai fait ma valise, une seule, petite, avec l'essentiel. J'ai regardé autour de moi une dernière fois. La petite maison simple, la cour avec le cerisier, la cuisine où j'avais cousu tant de vêtements, où j'avais versé tant de larmes. J'ai fermé la porte à clé, j'ai laissé les clés à Madame Leroy, qui a pleuré quand je lui ai dit que j'allais voyager un certain temps. Prends soin de la maison pour moi, Solange, et quand mon fils viendra demander, donne-lui ça. Je lui ai donné l'enveloppe, j'ai pris le taxi, je suis allé à l'aéroport, j'ai fait l'enregistrement, j'ai embarqué, et quand l'avion a décollé et que j'ai vu Paris devenir petite en dessous, j'ai fermé les yeux et respiré profondément. Pour la première fois en 68 ans, je vivais uniquement pour moi. Et ce n'était pas de l'égoïsme, c'était de la survie. Le vol a duré 2h30. 2h30 pendant lesquelles je n'ai pas dormi une minute. Je suis resté à regarder par le hublot, voyant l'océan en dessous, sombre, infini, et pensant à tout ce que je laissais derrière moi, pensant à ce qui m'attendait devant. Quand l'avion a atterri à Lisbonne, le soleil se levait. Je suis descendu les jambes flageolantes, le cœur battant la chamade, et là, au milieu de cet aéroport, plein de gens parlant différemment, avec des panneaux en portugais, mais pas exactement mon français, j'ai eu une seconde de panique. Qu'avais-je fait? Mais puis je l'ai vue, Delphine, debout là à l'arrivée, tenant une pancarte improvisée avec mon nom. Quand nos yeux se sont rencontrés, elle a lâché la pancarte et est venue en courant, m'a serré fort dans ses bras et j'ai senti l'odeur de son parfum, la chaleur de cette étreinte, et tout est devenu moins effrayant. Bienvenue, cousin. Bienvenue dans ta nouvelle vie. J'ai pleuré là, au milieu de l'aéroport. Les premiers jours ont été d'adaptation. La maison de Delphine était petite, mais chaleureuse, dans un quartier appelé Benfica, avec des rues pavées et de vieux bâtiments. Elle et son mari, Fernando, m'ont accueilli comme de la famille. Ils m'ont aménagé une petite chambre, avec un lit simple, une armoire et une fenêtre qui donnait sur la cour intérieure où poussait un olivier. J'essayais de rester occupé. J'aidais aux tâches ménagères, je cuisinais, je sortais me promener, mais ma tête était toujours à Paris, imaginant ce qui se passait, si Thomas avait déjà reçu la lettre, s'il avait cherché son père. 3 semaines après mon arrivée, j'ai reçu l'appel. C'était Maître Valérie. « Monsieur Richard, j'ai une nouvelle. » Mon cœur s'est accéléré. « Dites-moi. » J'ai reçu un appel d'une femme. Elle dit qu'elle a travaillé avec Sophie et qu'elle a des informations importantes pour vous.
J'ai froncé les sourcils. Quel genre d'information? Elle n'a pas voulu en parler au téléphone, mais elle dit que c'est à propos de l'argent, à propos du soi-disant investissement. Un frisson m'a parcouru le dos. Donnez-moi son contact. Maître Valérie m'a transmis un numéro de portable. J'ai raccroché, respiré profondément et j'ai appelé. Une voix féminine, jeune, un peu nerveuse, a répondu. Allô? Bonjour. C'est Richard. L'avocate m'a transmis votre contact. Vous avez dit que vous aviez des informations? Silence de l'autre côté. Puis elle a parlé. Monsieur Richard, je m'appelle Juliette. J'ai travaillé avec Sophie dans la boutique de cosmétiques. Il y a environ 6 mois, j'ai été licencié injustement d'ailleurs, et depuis, je me demandais si je devais vous raconter ça ou non. Raconter quoi? Je l'ai entendu respirer profondément. L'investissement, la prétendue franchise de glace n'a jamais existé. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Comment ça? Elle n'a jamais existé, monsieur Richard. J'ai entendu Sophie parler avec ses amis dans la boutique il y a quelques mois. Elle riait, racontant comment elle avait convaincu Thomas de vous demander de l'argent. Elle a dit que l'argent était pour rénover l'appartement et acheter la voiture, et que vous, que vous aviez marché comme un bleu. J'ai senti ma main trembler tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Rénover l'appartement? Oui. Ils ont changé tout le sol, installé une cuisine équipée sur mesure, refait la salle de bain et acheté la voiture, la Peugeot, tout avec votre argent. Elle en parlait avec tant de mépris, comme si vous étiez stupide. Stupide. J'ai fermé les yeux. Le salon de Delphine tournait autour de moi. Juliette, pouvez-vous le prouver? J'ai enregistré une de ces conversations. À l'époque, je me méfiais, je pensais qu'elle complotait pour me faire licencier, alors j'ai commencé à enregistrer certaines choses. Et ce jour-là, par hasard, j'ai aussi capté cette conversation. Je peux vous envoyer l'audio, si vous voulez. Envoyez-le, s'il vous plaît. 5 minutes plus tard, mon téléphone a bipé. Un fichier audio, j'ai mis les écouteurs, j'ai appuyé sur play et j'ai entendu la voix de Sophie, claire, inconfondable. Les filles, vous ne savez pas ce que j'ai réussi. J'ai convaincu Thomas de demander un prêt à son père. J'ai parlé d'investissement, cette petite histoire de franchise. Il a marché comme sur des roulettes. 95 000 €. Maintenant, je refais tout l'appartement. Ce sera un luxe. Et il reste assez pour la voiture. Le vieux casse-pied peut maintenant arrêter de débarquer chez nous à tout moment. Au moins, il a servi à quelque chose. Des rires en arrière-plan. Des voix féminines qui approuvent, qui commentent, et la voix de Sophie à nouveau. Sérieusement, les filles, les beaux-pères, c'est l'enfer, mais celui-là va maintenant rester dans son coin, bien sagement, à attendre un argent qui ne reviendra jamais. Plus de rire. L'audio s'est terminé. J'ai enlevé les écouteurs. Je suis resté assis là, au bord du lit, les mains sur les genoux, essayant de digérer. Il n'y a jamais eu d'investissement, jamais eu de franchise, tout était un mensonge. Depuis le début, ils m'ont regardé dans les yeux, se sont assis à ma table, ont mangé les pains au chocolat que j'avais achetés et m'ont menti froidement, avec calcul. Et Thomas savait-il? Savait-il depuis le début? Ou Sophie l'avait-elle manipulé lui aussi? Mais alors je me suis souvenu. Je me suis souvenu qu'il avait dit « C'est mon problème, ce que je fais avec mon argent ». Je me suis souvenu qu'il m'avait traité d'usurier. Je me suis souvenu qu'il avait crié dans la rue « Vieux, va vivre ta vie ». Il savait, et s'en moquait. J'ai rappelé Juliette. « Pouvez-vous envoyer cet audio à mon avocate? Je vais vous donner son contact. » « Bien sûr, monsieur Richard, et je suis vraiment désolé. » J'ai raccroché. J'ai immédiatement appelé Maître Valérie, j'ai tout raconté, j'ai envoyé l'audio. Elle a écouté, est restée silencieuse, puis a dit d'une voix ferme « Cela change tout. Ce n'est pas seulement un recouvrement de dettes, c'est de l'escroquerie. Vous pourriez aussi porter plainte au pénal. » Non, le mot est sorti rapidement, instinctivement. Je ne veux pas de procédure pénale. Je ne veux pas voir mon fils en prison. Je veux juste récupérer mon argent avec intérêt, avec correction, et je veux qu'il comprenne que ce qu'il a fait
était mal. Maître Valérie a respiré profondément. Je comprends. Alors nous utiliserons cet enregistrement comme preuve dans l'action civile. Cela va considérablement renforcer le dossier. Il n'aura nulle part où fuir. J'ai raccroché et je suis resté là à regarder le mur blanc de la chambre. Cette information ne m'a pas brisé parce que j'étais déjà brisé depuis longtemps. Mais elle m'a donné quelque chose dont j'avais besoin, de la clarté. Je n'avais pas perdu mon fils par accident. Je ne l'avais pas perdu parce qu'il était tombé amoureux de la mauvaise personne. Je l'avais perdu parce qu'il avait choisi de me perdre, choisi de m'utiliser, choisi de me jeter, et ce choix était le sien. Cette nuit-là, je me suis assis dans la cour de la maison de Delphine, sous l'olivier, et j'ai regardé le ciel. Les étoiles ici étaient différentes, ou peut-être étaient-elles les mêmes, mais c'est moi qui les regardais avec des yeux différents. J'ai pleuré, mais pas comme avant. Cette fois, les larmes étaient libératrices, car j'avais enfin compris. Ce n'était pas une question d'argent, ça ne l'avait jamais été. C'était une question de dignité, de valeur, d'apprendre qu'aimer quelqu'un ne signifie pas le laisser vous piétiner. Cette nuit-là, j'ai dormi. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis que j'avais quitté la France, et quand je me suis réveillé, le lendemain, avec le soleil frappant à la fenêtre et l'odeur du café venant de la cuisine, j'ai su que j'allais bien m'en sortir. Pas à cause du procès, pas à cause de la justice qui viendrait, mais parce que j'avais pris la décision la plus importante de ma vie. J'avais choisi de me mettre moi-même en premier. Mais avant de vous raconter comment tout s'est terminé, je dois revenir un peu en arrière, revenir à ce jour, le jour où j'ai laissé la lettre. Car pendant que j'étais ici à Lisbonne, découvrant la vérité, gérant la douleur et essayant de reconstruire ma vie, là-bas en France, une bombe a explosé dans la vie de Thomas. C'est Madame Leroy qui me l'a raconté plus tard. Elle m'a appelé 3 jours après mon arrivée au Portugal pour me prévenir que Thomas était passé. « Richard, ton fils est venu te chercher. Il était désespéré, il a demandé où tu étais, quand tu reviendrais. Je lui ai remis la lettre comme tu me l'avais demandé. » Mon cœur s'est serré. Et qu'a-t-il fait? Il l'a ouverte là sur le trottoir. Il l'a lue. Et son visage, Richard, je n'ai jamais vu quelqu'un devenir aussi pâle. Ses mains tremblaient. Il a essayé de m'appeler à l'interphone, mais je lui ai dit que tu étais parti en voyage et que je ne savais pas quand tu reviendrais. Il est parti d'ici en titubant, tu sais, comme s'il avait reçu un coup de poing. J'ai raccroché, le cœur lourd, et je suis resté à imaginer la scène. Thomas lisant cette lettre, Thomas comprenant enfin ce qu'il avait fait. Laissez-moi vous dire ce que j'ai écrit. Car ces mots, j'ai pesé chacun d'eux, chaque virgule, chaque point final. Thomas, si tu lis ceci, c'est que tu t'es enfin donné la peine de me chercher. Je ne sais pas si c'est par inquiétude ou par nécessité, mais peu importe. Je ne suis plus là. J'ai passé 3 jours à réfléchir à ce que je devais te dire. J'ai pensé à crier, à t'insulter, à te jeter au visage chaque centime que j'ai dépensé, chaque nuit où je n'ai pas dormi, chaque fois que j'ai pleuré pour toi. Mais non, ce serait trop facile, et j'en ai assez de te faciliter les choses. Alors, je vais te raconter une histoire. L'histoire d'un homme qui est devenu veuf à 32 ans, avec un fils de 6 ans, sans profession, sans argent, sans avenir, mais qui n'a pas abandonné, qui a pris une vieille machine à coudre et en a fait une vie, qui a travaillé jusqu'à se faire saigner les doigts, qui a sauté des repas pour que tu manges, qui a vendu le seul patrimoine qu'il possédait, un appartement qui était mon héritage, ma sécurité, pour payer ton école. 180 000 €, Thomas, c'est ce qu'a coûté ton diplôme. Ce n'était pas ton effort, ce n'était pas ton intelligence, c'était l'appartement de ton père, celui que j'ai vendu sans hésiter, parce que je croyais en toi, parce que je pensais que tu valais plus que des briques. Je t'ai élevé seul, je t'ai enseigné des valeurs, je t'ai montré ce qu'était la dignité. Et toi? Toi, tu as tourné le dos à tout cela au moment où tu as mis une alliance à ton doigt. Je ne vais pas blâmer Sophie. Ce serait facile de tout mettre sur son dos. Mais tu es un homme adulte. Tu as fait des choix. Et l'un de ces choix a été de me traiter comme un déchet.
Tu m'as menti, tu m'as trompé, tu as pris 95 000 € avec une histoire d'investissement qui n'a jamais existé. Tu as acheté la voiture, rénové l'appartement et quand j'ai réclamé, tu m'as traité d'usurier. Mais le pire de tout n'a pas été l'argent, Thomas, c'était l'humiliation. C'était d'être appelé vieux devant les voisins, c'était d'être empêché de voir ma petite fille, c'était d'être traité comme un fardeau dans la vie de mon propre fils. Alors, tu sais ce que j'ai fait? J'ai décidé de t'obéir. Tu m'as ordonné d'aller vivre ma vie et de laisser la vôtre en paix. Et c'est exactement ce que je fais. J'ai quitté le pays, j'ai déménagé à l'étranger. Je vais recommencer à 68 ans. Je vais recommencer à zéro. Parce que je préfère recommencer seul que de continuer à être humilié près de toi. Ah, et concernant l'argent, tu vas recevoir une notification judiciaire. J'ai entamé une action en recouvrement. Le montant, avec intérêt et correction, est de 127 000 €. Tu as signé un contrat, tu devras t'y tenir. Et si tu ne le fais pas, tes biens seront saisis, y compris la voiture que tu as achetée avec ma sueur. Ne cherche pas à me contacter, n'essaie pas de m'appeler. J'ai changé de numéro, j'ai supprimé les réseaux sociaux, j'ai coupé tous les liens. Tu as dit que j'étais vieux, et peut-être as-tu raison. Je suis vieux, mais je suis vieux et libre. Libre de toi, libre de ton ingratitude, libre de ta méchanceté. Apprends une chose, mon fils, parce que je sens encore que tu es mon fils, même après tout ça. Qui sème le vent récolte la tempête. Tu as fait des choix, maintenant vis avec. J'ai déjà choisi, et mon choix, c'est moi. Adieu, Richard. PS. Tu peux garder l'argent de l'école. Considère-le comme un cadeau d'un père idiot qui pensait que l'amour achetait le respect. Mais les 95 000 €, ceux-là, je les veux en retour. Madame Leroy m'a raconté qu'après avoir lu la lettre, Thomas est resté immobile sur le trottoir pendant une dizaine de minutes, fixant simplement le papier. Puis il a couru vers sa voiture, est monté et est parti en trombe. Il a essayé de m'appeler, mon numéro n'existait plus. Il a essayé de me chercher sur Facebook. J'avais tout supprimé. Il a appelé des voisins, des connaissances. Personne ne savait où j'étais, parce que je n'avais dit à personne à part Delphine. 2 jours après la lettre, la notification judiciaire est arrivée. Maître Valérie m'a envoyé un message. Il a été officiellement notifié. Il a 15 jours pour répondre. Thomas a essayé de me contacter via l'avocate, a demandé mon téléphone. Elle a refusé, a dit que toute la communication se ferait par son intermédiaire. Il a envoyé un message que Maître Valérie m'a transmis. « Papa, s'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer. J'ai fait une erreur. Je sais que j'ai fait une erreur. Mais on peut en parler. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne me poursuis pas en justice. On peut régler ça autrement. » J'ai lu et je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait plus rien à régler. Il n'y avait plus de conversation, il y avait un contrat signé et il y avait des conséquences. 2 semaines plus tard, il a essayé à nouveau. « Papa, je vais vendre la voiture, je vais tout échelonner avec toi. Mais s'il te plaît, reviens. Manon demande après toi, tu lui manques. » Manon. Cette partie faisait mal, très mal parce que j'aimais ma petite fille. Mais je ne pouvais plus me sacrifier, je ne pouvais plus accepter des miettes. J'ai répondu via l'avocate. Le procès suit son cours. S'il veut régler la dette, qu'il la règle. Mais ça ne change rien entre nous. Ce qui est cassé ne peut plus être réparé. Et c'est ainsi que tout a commencé à s'effondrer pour lui, car vendre la voiture ne suffirait pas. La voiture valait 78 000 €. D'occasion maintenant, elle valait moins, et il devait 127 000 €. Sophie, quand elle a tout découvert, le procès, la lettre, l'audio que Juliette avait enregistré, a paniqué. Maître Valérie m'a raconté qu'ils ont eu une violente dispute. Les voisins ont entendu des cris. Sophie accusait Thomas d'être faible, d'avoir laissé le vieux leur faire ça. Thomas criait en retour, disant que c'était de sa faute à elle, que c'était elle qui avait inventé le mensonge. Le mariage a commencé à se fissurer et au milieu de tout ça, Manon.
ma petite fille de seulement 7 ans, ressentant la tension, entendant les disputes, demandant après son grand-père disparu. Madame Leroy m'a raconté qu'elle avait vu la petite pleurer au portail, demandant quand papy reviendrait. Et moi, j'ai pleuré aussi. J'ai pleuré parce que ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste qu'elle paie pour les erreurs de ses parents. Mais je ne pouvais pas revenir. Je ne pouvais pas m'effacer à nouveau, parce que si je revenais, tout redeviendrait comme avant. Je redeviendrais le vieux gênant, la banque qui prête et ne réclame pas, le père qui accepte n'importe quoi. Et je n'étais plus cette personne. J'avais changé, pas seulement de pays, j'avais changé intérieurement. 3 mois après mon départ de France, j'ai reçu la nouvelle. Thomas avait vendu la voiture, avait pris un prêt à la banque et avait réglé la dette. 127 000 € sur mon compte. J'ai regardé le relevé, le montant déposé là, et je n'ai pas ressenti de victoire, pas ressenti de joie. J'ai ressenti du soulagement que ce soit fini, que j'ai imposé des limites, que j'ai montré que les actions ont des conséquences. Mais j'ai aussi ressenti de la tristesse, parce que cet argent avait coûté mon fils, ou plutôt, avait montré qui mon fils était vraiment. Les mois suivants ont été silencieux. Un silence pesant, plein de non-dits. Je restais à Lisbonne, m'adaptant, essayant de construire une routine, mais même à des kilomètres de distance, les nouvelles me parvenaient. Par les voisins, par Madame Leroy, devenue ma source d'informations non officielle, et par Maître Valérie elle-même, qui restait en contact avec moi. La vie de Thomas s'effondrait et je ne peux pas mentir. Une partie de moi ressentait une satisfaction amère, mais une autre partie souffrait. Madame Leroy m'a appelé un après-midi d'octobre. « Richard, je dois te dire quelque chose. » Mon cœur s'est serré. « Qu'y a-t-il ? » « J'ai vu Thomas hier, il sortait de son immeuble en bus. Il a vendu sa voiture, tu sais. Mais le pire, c'est qu'il avait une tête, je ne sais pas, Richard. Il semblait avoir vieilli de 10 ans, maigre, mal rasé, des cernes profonds. » J'ai fermé les yeux. « Et il y a plus, a-t-elle continué. J'ai entendu dire qu'il a pris un gros prêt à la banque pour régler sa dette envers toi. Il paie des mensualités élevées, environ 3 200 € par mois pendant 4 ans. C'est serré, très serré. 3 200 € par mois, presque la moitié de son salaire. Et Sophie, ai-je demandé, même en sachant que je ne devrais pas m'en préoccuper. Madame Leroy a soupiré. Celle-là, laisse tomber, c'est une vraie peste. Je les ai entendus se disputer depuis l'immeuble. Une fois, elle a crié qu'elle regrettait de l'avoir épousé, qu'il était un raté, que par sa faute ils avaient tout perdu. Tout perdu. Ils avaient toujours l'appartement, ils avaient un emploi, ils avaient la santé. Ils n'avaient pas tout perdu, ils avaient perdu ce qui n'avait jamais été à eux, mon argent. Et Manon? Ma voix était faible. Ah, Richard, la pauvre petite, elle est calme, triste. Je l'ai vue l'autre jour au square, jouant toute seule. Les autres enfants s'amusaient, mais elle ne voulait pas. Elle est juste restée assise sur la balançoire, immobile, regardant dans le vide. Mon cœur s'est brisé. Manon n'était pas coupable. C'était une enfant qui avait perdu son grand-père parce que ses parents étaient cupides et cruels. Mais je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas revenir et sauver tout le monde, parce que si je revenais, qui me sauverait, moi? 2 semaines plus tard, j'ai reçu un autre appel de Madame Leroy. Cette fois, la nouvelle était encore pire. Richard, Thomas et Sophie se sont séparés. Je suis resté silencieux. C'était moche, très moche. Elle a pris Manon et est allée vivre chez sa mère. Elle l'a laissée dans l'appartement, mais elle a dit qu'elle demanderait une pension alimentaire élevée. Thomas est seul maintenant. Seul et brisé. Seul et brisé. Les mêmes mots qui décrivaient comment je me sentais quand il m'a humilié sur le trottoir. La différence, c'est que j'étais seul par choix. Il était seul par conséquence. Est-ce qu'il demande de mes nouvelles? La question est sortie avant que je ne puisse la retenir. Il demande, chaque fois qu'il me voit. Madame Leroy, avez-vous des nouvelles de mon père? Je lui dis que non,
que tu m'as demandé de ne rien dire. » Et il baisse la tête et s'en va. J'ai raccroché avec un nœud dans la gorge. Le soir, allongé sur mon lit, regardant le plafond, je me suis demandé, ai-je fait ce qu'il fallait? Et la réponse, même si elle faisait mal, était oui. Parce que si j'étais resté, si j'avais pardonné sans conséquence, tout serait resté pareil. Thomas aurait continué à m'utiliser, Sophie aurait continué à m'humilier et moi, j'aurais continué à mourir petit à petit, avalant le manque de respect, prétendant que tout allait bien. Je n'ai pas sauvé mon fils, mais je me suis sauvé moi-même. 1 mois après la séparation, j'ai reçu un message via Maître Valérie. Thomas avait écrit une autre lettre. « Monsieur Richard, il m'a demandé de vous la transmettre. Voulez-vous que je la lise ou préférez-vous que je la jette ?» J'ai respiré profondément. « Lisez-la. » Elle a lu. « Papa, je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne sais pas si tu t'en soucies. Mais j'ai besoin d'écrire, même si c'est pour parler dans le vide. J'ai tout gâché. Je le sais maintenant, trop tard, mais je le sais. Quand Sophie m'a demandé de te demander cet argent, elle a dit que c'était juste un prêt, qu'on te rembourserait rapidement, que tu ne sentirais même pas le manque. Et moi, j'ai cru, ou plutôt j'ai voulu croire parce que c'était facile, c'était commode. C'était plus facile de prendre l'argent de mon père que de trimer, d'économiser, d'attendre. Mais quand on a acheté la voiture, rénové l'appartement et que tu as commencé à réclamer, j'ai paniqué et au lieu d'être un homme, d'assumer mon erreur, j'ai tourné le dos. Je t'ai maltraité, je t'ai humilié et je porterai cette culpabilité toute ma vie. Sophie m'a quitté, a emmené Manon, a dit que je suis un raté, que j'ai tout ruiné, et elle a raison. J'ai ruiné, mais pas comme elle le pense. Je n'ai pas ruiné le mariage, l'argent, la voiture. J'ai ruiné quelque chose de bien plus grand. La relation avec mon père, l'homme qui m'a élevé seul, qui a vendu son appartement pour payer mes études, qui n'a jamais compté ses efforts pour me voir réussir. Et moi, j'ai rendu par de l'ingratitude. Je ne mérite pas ton pardon, je le sais. Mais j'avais besoin de te le dire. Je suis désolé pour tout, pour chaque mot méchant, pour chaque manque de respect, pour t'avoir appelé vieux, pour t'avoir chassé de ma vie. Tu n'étais pas le problème, papa, c'était moi. Manon demande après toi tous les jours. Elle pleure, elle ne comprend pas pourquoi son papy a disparu. Et je ne sais pas quoi lui dire parce que la vérité est trop honteuse pour être dite. Je ne te demande pas de revenir. Je sais que je n'en ai pas le droit. Je demande juste que tu sois heureux, que tu vives ta vie comme je te l'ai ordonné, parce qu'au moins l'un de nous deux mérite d'être heureux. Et cette personne, c'est toi, Thomas. Maître Valérie a fini de lire. Elle est restée silencieuse, attendant ma réponse. J'ai essuyé les larmes qui s'obstinaient à couler. « Merci d'avoir lu, mais je ne répondrai pas. »« Vous êtes sûr ?»« Oui, parce que cette lettre, même triste, même pleine de regrets, ne changeait rien, ne rendait pas les années d'humiliation, n'effaçait pas le vieux « va vivre ta vie », ne guérissait pas la blessure, c'était trop tard. Ou peut-être que ce n'était pas une question de retard, c'était que j'avais appris que le pardon ne signifie pas le retour, que je pouvais pardonner au fond de mon cœur. Mais je n'avais pas besoin de revenir dans sa vie. Je n'avais pas besoin de me sacrifier à nouveau. 2 semaines plus tard, Madame Leroy m'a appelé une dernière fois. « Richard, Thomas a déménagé. » « Déménagé ? Oui, il a quitté l'appartement. Il a dû revenir à la location, quelque chose de moins cher. Il n'arrive plus à payer les charges, les mensualités du prêt, et en plus, la pension de Manon. Il est ruiné, Richard. Vraiment ruiné. Je suis resté silencieux. Et tu sais quoi d'autre ? Hier, je l'ai vu à la boulangerie acheter une baguette et du jambon. C'est tout. Tu te souviens quand tu faisais ça ? Quand l'argent était serré et que tu achetais le strict nécessaire pour donner à Thomas enfant ? Oui, je m'en souvenais. Maintenant, c'est lui qui vit comme ça. La vie avait bouclé la boucle. Le fils qui avait grandi en mangeant des sandwichs au jambon parce que son père avait vendu son appartement pour payer ses études, était maintenant revenu au sandwich au jambon, mais cette fois par ses propres choix. Et moi, j'étais à Lisbonne, mangeant de la morue,
buvant du vin vert, regardant le coucher du soleil sur le Tage. Ce n'était pas une vengeance, c'était une conséquence. Et peut-être était-ce de la justice. 6 mois. 6 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais posé le pied sur le sol portugais pour la première fois. 6 mois depuis que j'avais laissé derrière moi toute une vie. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Que recommencer n'a pas d'âge, juste du courage. Lisbonne m'avait accueilli d'une façon que je n'aurais jamais espérée. Au début, tout était étrange. L'accent différent, les rues pavées qui faisaient mal à mes pieds, le froid qui pénétrait les os. Mais peu à peu, cette ville ancienne, pleine d'histoire, est devenue ma maison. Delphine m'a présenté à un groupe d'expatriés français. Nous nous retrouvions tous les jeudis dans un petit café du quartier de Bairro Alto. C'étaient des personnes comme moi, qui avaient quitté la France pour différentes raisons, mais qui portaient les mêmes nostalgies. Nous prenions un café, mangions un pastel de nata et rions. Rions beaucoup. J'avais oublié combien il était bon de rire sans poids sur la conscience. 3 mois après mon arrivée, j'ai trouvé un travail. Rien de grandiose. Mi-temps dans un atelier de couture artisanale au Chiado. La propriétaire, Dona Fatima, une Portugaise de 75 ans, aux mains fermes et au cœur tendre, m'a embauché quand elle a vu mon travail. « Vous avez des mains de fée », a-t-elle dit, passant ses doigts sur une broderie que j'avais faite. « Depuis combien de temps cousez-vous » ? « Toute ma vie, ai-je répondu. Et c'était vrai, le salaire était modeste, environ 800 € par mois, mais c'était le mien. Je ne devais rien à personne. Je ne travaillais pas pour payer la dette d'un fils ingrat. Je travaillais pour moi. J'ai acheté de nouveaux vêtements, pas beaucoup, mais quelques-uns. Un manteau en laine rouge que je n'aurais jamais eu le courage de porter en France. Des bottines à petits talons, un foulard en soie, petites choses qui me faisaient me sentir vivant. J'ai commencé à fréquenter un groupe de marche pour personnes âgées. Tous les mardis et samedis, nous montions jusqu'au château de São Jorge. Nous voyions la ville d'en haut, respirions l'air pur. J'ai noué des amitiés, Dona Teresa, Dona Gloria, Señor Armando. Des personnes qui ne me connaissaient pas comme le père de Thomas, mais comme Richard, juste Richard. Et c'était libérateur. Lors d'une de ces promenades, Señor Armando, veuf de 72 ans, m'a abordé. « Richard, vous avez un beau sourire. Vous devriez sourire plus souvent. » J'ai rougi. Cela faisait des décennies que personne n'avait remarqué mon sourire. Il m'a invité à prendre un café après la promenade. J'ai accepté. Ce n'était pas une romance. C'était de la compagnie et une bonne compagnie, légère, sans exigence. J'étais en paix. Pour la première fois depuis des années, j'étais en paix, mais la vie fait toujours des détours. Et un mardi de novembre, j'ai reçu un appel de Maître Valérie. « Monsieur Richard, j'ai reçu une notification. Thomas a fait une demande par l'intermédiaire d'un avocat. Mon cœur s'est accéléré. Une demande de quoi ? Il veut votre contact ou au moins une dernière conversation en personne, si possible. » « En personne ? Il veut venir au Portugal. » « Non, il demande que vous reveniez juste pour un jour. Il dit que c'est important, que ça concerne Manon. » « Manon ?» La mention de ma petite fille m'a traversé comme un couteau. Que lui est-il arrivé? Il n'a pas dit, mais il a insisté sur le fait que c'est urgent, qu'il a besoin de vous. Je suis resté silencieux, le téléphone brûlant dans ma main. « Monsieur Richard, vous n'êtes obligé à rien. Vous pouvez refuser. » Mais il semble désespéré. J'ai raccroché, j'ai passé le reste de la journée à réfléchir. J'ai erré dans la maison de Delphine comme un fantôme. Elle l'a remarqué. « Qu'y a-t-il, cousin ?» Je lui ai raconté. Elle a écouté, puis a dit « Tu ne lui dois rien. » Mais, et si c'était vraiment à propos de la petite? La nuit a été longue. Je n'ai pas dormi. Je suis resté à regarder le plafond, repassant tout. J'avais juré que je ne reviendrais pas, que j'avais coupé les ponts. Mais et Manon, elle n'était pas coupable. Elle était innocente. Le lendemain, j'ai appelé Maître Valérie. « Dites-lui que j'accepte une conversation, mais ce sera dans un lieu public et vous serez présente. »« Oui, monsieur. » J'ai acheté le billet. Paris, aller-retour, 3 jours en France.
Juste ça. Quand l'avion a atterri à Charles de Gaulle, j'ai senti une oppression dans la poitrine. L'odeur, la chaleur, le bruit. Tout m'a ramené des souvenirs bons et mauvais. Mais je ne revenais pas pour rester. Je revenais pour clore un chapitre. La rencontre a été fixée dans un café sur les Champs-Élysées, en milieu d'après-midi, beaucoup de monde, sécurité. Je suis arrivé le premier. Maître Valéry était déjà là à m'attendre. « Monsieur Richard, vous êtes prêt ?»« Non, mais allons-y. » Thomas est arrivé 15 minutes plus tard, et quand je l'ai vu, mon Dieu, il était méconnaissable, maigre, barbe longue, cerne profond, vêtements froissés. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans en 6 mois. Il m'a vu, s'est arrêté. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. « Papa !» Sa voix s'est brisée. J'ai respiré profondément. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas couru pour l'embrasser. Je suis resté assis, ferme. Il s'est approché lentement, comme on s'approche d'un animal effrayé. Il s'est assis en face de moi. Nous sommes restés silencieux pendant quelques secondes qui ont semblé éternelles. « Merci d'être venu », a-t-il dit. « Enfin !» Je n'ai pas répondu. Il a respiré profondément. Je ne sais même pas par où commencer. Je sais que je ne mérite rien. Je sais que je t'ai blessé d'une façon impardonnable. Mais Manon, papa, Manon ne va pas bien. Mon cœur s'est serré. Que lui est-il arrivé ? Elle souffre de dépression infantile, c'est ce que la psychologue a dit. Elle ne mange pas correctement, ne joue pas, ne parle presque pas. Elle demande seulement après toi. Chaque soir, avant de dormir, elle demande « Papa, où est papy ?» Et moi, je ne sais pas quoi répondre. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Elle a fait un dessin à l'école. L'institutrice m'a appelé pour me le montrer. C'était une maison, et à l'intérieur, il y avait 3 personnes. Moi, elle et toi. Elle t'a dessiné, papa, avec des cheveux blancs, souriant. Et en dessous, elle a écrit « Je veux que mon papy revienne ». J'ai senti ma gorge se nouer. La psychologue dit qu'elle a besoin d'une conclusion, qu'elle ne comprend pas pourquoi tu as disparu. Elle pense qu'elle a fait quelque chose de mal, que tu ne l'aimes plus. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage aussi. Je ne suis pas venu ici pour te demander de revenir dans ma vie, papa. Je sais que je n'en ai pas le droit. Je te demande juste de la voir une fois, de lui expliquer que ce n'était pas de sa faute, que tu l'aimes toujours, parce qu'elle souffre et elle ne le mérite pas. J'ai essuyé mes larmes. Je l'ai regardée et pour la première fois, j'ai vu un homme vraiment repenti. Où est-elle ? Avec Sophie chez sa mère, enfin, mon ex-belle-mère. Appelle-la, fixe un rendez-vous, je veux voir ma petite fille. Le lendemain, j'ai rencontré Manon dans un petit parc près de la maison de Sophie. Sophie l'a amenée, mais est restée à l'écart, adossée à une voiture, les bras croisés. Thomas est resté avec moi. Quand Manon m'a vu, elle s'est arrêtée et restée à me regarder comme si elle n'y croyait pas, puis elle a couru. Couru avec ses petites jambes maigres, les yeux écarquillés, les cheveux volants. « Papy !» Je me suis agenouillé et elle s'est jetée dans mes bras. Je l'ai serrée si fort que j'ai cru la briser. J'ai senti l'odeur de ses cheveux, senti son petit corps chaud contre le mien et j'ai pleuré. J'ai pleuré tout ce que j'avais retenu. « Papy, tu es revenu ? Tu es revenu ?» Je suis revenu, mon amour, je suis revenu. Nous sommes restés enlacés pendant un temps que je ne saurais mesurer. C'était peut-être 1 minute, peut-être 1 heure. Quand finalement je l'ai lâché, j'ai regardé dans ses yeux bruns. Manon, papy doit t'expliquer quelque chose. Elle a fait signe de la tête, les yeux encore pleins de larmes. Papy a dû partir parce que parfois les grandes personnes se disputent. Et quand cela arrive, on a besoin d'un peu de temps. Mais ce n'était pas ta faute, jamais. Tu comprends ? Mais tu ne m'aimes plus. Je t'aime plus que tout au monde. Tu es ma petite fille, et rien ne changera jamais ça. Elle m'a serré dans ses bras à nouveau, et nous sommes restés là à jouer, parler, rire pendant 3 heures. Quand il a été temps de partir, Manon m'a retenu par la main. « Papy, tu vas disparaître à nouveau ?» J'ai respiré profondément. « Papy va habiter loin, mais on va se parler par vidéo, d'accord ? Toutes les semaines. Et qui sait, peut-être que tu viendras me rendre visite. Il y a de grands avions qui traversent la mer,
Et là où je suis, il y a des châteaux, la mer, des choses magnifiques. » Ses yeux ont brillé. « C'est vrai? C'est vrai ?» Elle a souri, un vrai sourire. Et quand je suis parti, quand j'ai regardé en arrière et que je l'ai vu faire signe de la main, j'ai vu Thomas à côté d'elle avec sa main sur l'épaule de sa fille. J'ai senti que j'avais fait ce qu'il fallait. Je suis retourné à Lisbonne le lendemain et quand l'avion a décollé, je n'ai pas regardé en arrière. Thomas et moi avons échangé quelques messages par la suite, peu nombreux, polis. Il m'envoyait des photos de Manon. Je répondais avec de petits cœurs. Nous avions une sorte de trêve. Ce n'était pas un pardon complet, ce n'était pas une réconciliation, mais c'était une conclusion. 6 mois plus tard, j'ai utilisé la moitié de l'argent que j'avais récupéré et j'ai fait un don à une association qui aidait les personnes âgées en situation précaire en France, 63 500 €, parce que je n'avais pas besoin de tout cet argent et parce que je voulais que quelque chose de bon sorte de toute cette douleur. L'autre moitié, je l'ai gardée pour moi, pour mon avenir, pour mes urgences, parce que pour la première fois de ma vie, je pensais à moi. Aujourd'hui, à 69 ans, je me lève tôt, je prends un café avec Delphine, je vais travailler à l'atelier, je coude, je brode, je discute avec les clients, je rentre à la maison, je fais un appel vidéo avec Manon 1 fois par semaine, je sors me promener, je bois du vin avec des amis, je ris, je vis. Et savez-vous quelle est la meilleure partie? Je suis heureux. Ce n'est pas un bonheur parfait. Ça fait encore mal parfois. Parfois le fils que j'ai élevé me manque encore, pas l'homme qu'il est devenu. Je pleure encore certaines nuits, mais le lendemain, je me lève, j'ouvre la fenêtre, je vois le soleil frapper les azulejos de Lisbonne et je remercie, car j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. Le respect ne s'implore pas, il se gagne ou on s'en va. Je ne suis pas parti parce que j'étais faible, je suis parti parce que j'étais fort. Assez fort pour me choisir moi-même, assez fort pour ne pas accepter des miettes, assez fort pour recommencer à 68 ans dans un pays étranger. Et si vous m'écoutez maintenant, si vous traversez quelque chose de similaire, si vous êtes maltraité, utilisé, humilié par quelqu'un que vous aimez, écoutez ce que j'ai à vous dire. Vous n'avez pas besoin de vous effacer pour être aimé. L'amour véritable ne fait pas mal, n'humilie pas, ne diminue pas, et il n'est jamais, jamais trop tard pour recommencer. Parce que le respect n'a pas d'âge, la dignité n'a pas de date d'expiration, et aujourd'hui je vis ma vie comme mon fils me l'a ordonné, mais cette fois entouré de personnes qui me valorisent. Si ce récit a touché votre cœur, si vous croyez aussi qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même, laissez un commentaire en indiquant d'où vous regardez. Écrivez aussi ce que vous avez ressenti en écoutant cette histoire. Racontez-moi. Avez-vous déjà dû imposer des limites à quelqu'un que vous aimez? Et si cette histoire vous a fait réfléchir, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy pour continuer à suivre des récits authentiques d'hommes qui ont choisi leur dignité. Parce qu'ici, nous ne racontons pas des histoires de victimes, nous racontons des histoires de renaissance, une étreinte depuis Lisbonne. Et souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez.